C'est un cortège qui alimente le mouvement social qui a démarré il y a maintenant plus de 6 mois. On en est réduit à dire à peu près la même chose quasiment tous les samedis, à savoir que moi je crois que depuis le départ, ce mouvement des Gilets jaunes est une sorte de cri de désespoir d'un peuple qu'on avait fini par oublier tellement il avait disparu des écrans radars. En tout cas, le mouvement des débuts du mois de novembre, du mois de décembre également, c'est cette espèce de peuple central français qu'on a voulu effectivement effacer, qu'on a voulu pousser en dehors de l'histoire et qui revient de manière fracassante dans les rues françaises, dans les rues des villes, qui demande à être reconnu non pas comme une minorité victimisée, mais comme cette majorité silencieuse, trop longtemps silencieuse, par rapport à un système finalement qui n'accorde son attention et ses prébendes qu'à des groupes organisés en minorité qui, eux, parviennent effectivement, en tout cas on le ressent comme ça, qui, eux, parviennent à obtenir tout un tas d'avantages économiques, fiscaux, sociaux, etc. Après, si vous voulez, la forme, évidemment, personne ne peut être en accord avec la violence. Enfin, il y a quand même, nous sommes dans un état de droit. Est-ce que même c'est encore, quand bien même il n'y aurait plus de violence, est-ce qu'il est toujours, selon vous, constructif de se mobiliser chaque samedi? Est-ce que c'est encore un écho? Non, mais vous savez, le mouvement actuellement des Gilets jaunes, c'est comme une fièvre. D'accord. Au départ, la fièvre, le patient avait une fièvre de 40 degrés, donc c'était très impressionnant. Les gens, la plupart des politiques, des dirigeants et même la classe politique dans son ensemble étaient un peu surpris par cette fièvre subite que rien ne laissait envisager. En tout cas, on n'avait pas senti la maladie qu'il y avait derrière. Voilà. Alors que, évidemment, aujourd'hui, la température, elle est peut-être de 37,5. Donc elle a bien baissé, mais il reste... Grâce aux mesures prises par l'exécutif. Entre autres, et puis grâce aussi aux violences, parce que c'est vrai que l'exécutif, outre un certain nombre de mesures, mais qui sont des mesures au final assez dérisoires, hein, parce que par exemple, quand on parle d'une baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu, c'est que l'impôt sur le revenu, il pèse 70,4 milliards. Hein. Ça, c'est la recette de l'impôt sur le revenu l'année dernière. Quand vous pesez les 5 milliards, ça fait autour de 7% de réduction. Mais c'est pareil pour les urgences. Quand les urgences réclament... On a eu les annonces il y a quelques jours de l'aménagement de l'impôt sur le revenu pour les tranches des revenus les moins aisés. Mais on voit qu'il y a quand même une baisse sensible. Sensible, pas tant que ça. Sensible quand vous le prenez en masse et quand vous le prenez à l'année. Mais je ne suis pas sûr, si vous voulez, que les quelques dizaines d'euros, c'est bien sûr une très bonne mesure qui va dans le bon sens. Est-ce assez pour faire en sorte que les classes... C'est déjà assez rare d'entendre une force d'opposition saluer des mesures du pouvoir en place. Si ça va dans le bon sens, on n'a pas de problème. Très bien. Nous ne critiquons pas le principe, nous critiquons l'ampleur. Et nous critiquons surtout le modèle économique qui en fait, à quoi ça aboutit? Ça aboutit à se servir des finances publiques comme des sortes de lances à incendie sociaux que ce même système économique contribue à allumer. Donc on est quand même dans un système un peu drôlatique qui, par l'austérité, provoque effectivement des fièvres sociales qu'il va ensuite, à coup de mesures, et d'ailleurs des mesures non financées, essayer d'éteindre les incendies là où ils se déclarent. Je disais tout à l'heure, pour les urgences, c'est pareil. Alors on annonce 70 millions d'euros. Annoncé par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, mais 70 millions d'euros par rapport à un budget de 3,1 milliards qui concerne les urgences, c'est 3 fois rien. Donc vous voyez bien, si vous voulez, que ce qui fait que l'incendie est éteint, c'est effectivement des mesures qui sont tout à fait symboliques, mais qui sont amplifiées par effectivement les médias, etc. La violence sur le terrain, parce que moi, je veux dire, si je suis gilet jaune, je vois tous les samedis des gens qui se font casser la figure, qui se font éborgner, qui se font mutiler, etc. Ça donne pas trop envie d'aller risquer sa vie ou risquer sa santé pour aller manifester. Donc ça aussi, c'est dissuasif. Donc si vous voulez, la fièvre retombe, mais le corps social reste malade. Il reste malade. On l'a soigné avec une aspirine qui a contribué à faire baisser la fièvre, mais on n'a pas, à mon avis, répondu à la maladie chronique qui est celle du corps social français depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Est-ce que vous souscrivez à cette métaphore filée de Jean Messia, Stéphane Rosès?
Écoutez, oui, c'est pas un encéphalogramme plat. Enfin, chaque samedi est différent de celui qui le précède. Mais on voit bien, si vous voulez, cette volonté d'entretenir la flamme en quelque sorte. Alors parfois c'est un brasier, parfois c'est une petite flamme, mais le mal est toujours là. Je voulais réagir par rapport aux propos de Monsieur Valette. Moi, je crois pas. Gilet jaune. Voilà, je crois pas qu'il faille jeter nécessairement la pierre aux forces de l'ordre, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Il faut pas jeter la pierre aux forces de l'ordre parce que les forces de l'ordre ne sont jamais qu'un outil au service d'une politique. Alors parler de violence policière me semble abusif. Alors l'outil est humain pour le coup, oui, et forcément il est faillible, oui, Monsieur Messia. C'est en cela mais justement, le problème c'est qu'on juge aussi l'efficacité de l'outil ou ses erreurs en fonction des ordres et des instructions qui sont données. Donc il y a une violence politique vis-à-vis des Gilets jaunes. Personne n'en disconvient parce qu'on a les preuves maintenant qu'au départ, en tout cas dans les manifestations de novembre et de décembre, il y a des consignes d'une extrême fermeté qui ont été données par le pouvoir politique pour comment dirais-je, casser le mouvement des Gilets jaunes. Donc, qui est responsable dans ce cas-là? C'est bien sûr l'autorité politique, parce que finalement, la police, la gendarmerie, ce sont des fonctionnaires, ce sont des agents au service du pouvoir politique. Donc, on ne peut pas se défausser sur l'outil en disant finalement c'est des erreurs humaines. Oui, enfin des erreurs humaines parce que le politique a donné en l'occurrence des ordres effectivement très durs pour casser les Gilets jaunes. La deuxième idée que je veux développer par rapport à ce que vous avez dit, madame, c'est effectivement on assiste là depuis le début d'ailleurs, à une sorte de contestation d'un modèle économique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un modèle social également. Oui, enfin avec ses conséquences sociales. Oui. Le modèle économique qui est celui qui a prévalu ces 40 dernières années en France, qui est fait d'un petit peu de néolibéralisme, de multiculturalisme, de sans-frontiérisme, etc. On sent bien qu'il y a une contestation. Alors le rejet du président Macron de sa personne, c'est un peu le rejet de l'incarnation que le président Macron a de ce modèle-là. Et on voit bien, si on ouvre un peu les œillères vers le reste du monde et vers le reste de l'Europe, on voit bien finalement, et les Français le voient, que tout ce qui nous avait été annoncé en 2017, par exemple, sur les performances qui seraient celles de Donald Trump au lendemain de son élection, on avait prédit l'apocalypse, une économie américaine qui allait s'effondrer, une guerre civile, etc. Rien de tout ça n'est advenu. En réalité, la politique poursuivie par Trump a aujourd'hui des résultats spectaculaires que même les médias les plus macronistes sont obligés de reconnaître. Et de l'autre côté, on nous avait promis monts et merveilles avec le nouveau monde d'Emmanuel Macron. Les clivages sociaux aux États-Unis ont rarement été aussi importants également. Enfin, c'est la conséquence sociale de l'élection de Je suis d'accord avec vous, mais il est quand même beaucoup plus facile de régler des problématiques sociales quand vous avez 3,8% de croissance et 3,1% de chômeurs que quand vous avez 9% de chômeurs et 1,2% de croissance. C'est pas le sujet, mais je ne vais pas vous apprendre à quel point le travail est précaire aux États-Unis. Quand même. Alors, la réponse de Thierry-Paul Valette et Alexia Germain. Alors, pas tous en même temps. Quand c'est la cacophonie, les gens qui nous regardent ne nous entendent pas. Le travail précaire, il est présent en France aussi. D'accord. Moi, sincèrement, la première partie de votre réponse, vous me faites peur, vous m'effrayez, parce que, oui, il y a une volonté, attendez, oui, il y a une volonté politique mise en place pour étouffer le mouvement des Gilets jaunes. Dans la violence et dans la confrontation. Tout à fait. Il n'y a aucun problème. Mais quand vous dites, attention, les policiers, on ne peut pas parler de violence policière, je suis désolé. Non. C'est dramatique de dire ça. Les violences policières, laissez-moi terminer, les violences policières, elles sont là, elles existent. Madame Leguet, la presse qui est prise à partie, sans raison. Les images, on les a tous vues. Il y a des blessés. Il y a eu des blessures dramatiques, personne ne peut le nier. Non, mais d'accord, mais chacun son tour. Il y a même des syndicats, de police qui prennent position, qui le dénoncent. La question n'est pas là. C'est grave. Mais non, la question n'est pas là. Je termine, monsieur Messia. Laissez-moi terminer. C'est grave. Vous êtes dans un déni de réalité de cette violence. Vous êtes en train de cautionner, de légitimer cette violence. Je trouve ça scandaleux. En France, en 2019, le pays des droits de l'homme. Non, mais prenez vos responsabilités. Alors, et c'est à Alexia Germain de s'exprimer, Stéphane Roisas ensuite, et Jean Messia, vous pourrez répondre. Moi, je n'ai pas pour habitude de débattre de la même façon. J'aimerais revenir avec un peu de recul sur ce que vous avez dit, et l'un et l'autre. Et je dois dire que je ne partage ni votre position, ni la vôtre. Donc ni celle de Jean Messia, ni celle de Thierry-Paul Valette. Non, parce que je crois qu'on ne peut pas parler évidemment de violence politique, me paraît être
un mot qui sonne vraiment très faux et qui est très mal à propos. Il y a eu des dérapages, ça c'est une évidence, mais j'aimerais quand même qu'on revienne quand même en perspective. Quand vous avez tous les samedis des scènes de violence qui remettent en cause l'ordre public en termes de rayonnement à l'extérieur de notre pays, je ne reviens même pas là-dessus, mais où vous avez des manifestants qui continuent de venir manifester en ne déclarant pas, parce que c'est quand même ce que nous avons eu pendant de nombreuses semaines, en ne déclarant pas les chemins à la préfecture. Alors c'est déclaré aujourd'hui à Paris, mais pas à Toulouse. Voilà. À Toulouse, ce n'est pas déclaré, à Paris, ça l'est. Voilà. Mais vous voyez bien que ça met en matière d'ordre public, pour le coup, le gouvernement dans une situation où il pouvait y avoir des dérapages extrêmement forts. Alors ce n'est pas pour cautionner, mais quand vous dites violence politique, pour moi c'est aberrant. Quand vous dites d'un autre Pourquoi côté, c'est aberrant? C'est aberrant parce que je crois qu'il faut quand même se rendre compte de la chance que nous avons de vivre dans un pays comme la France, qui est un pays démocratique, et que l'ancien avocat que je suis, un mot est un mot. Et parler aujourd'hui de violence politique dans notre pays et juste entretenir une haine et une violence physique, verbale pour le coup, qui me paraît tout à fait mal à propos. On laisse conclure Madame Germont, s'il vous plaît. On laisse conclure Madame Germont. Attendez, et puis vous avez fait une incartade sur le multilatéralisme. Je crois multiculturalisme, et vous avez parlé après, si je ne m'abuse, de Trump et du multilatéralisme également. Non. Je l'ai entendu aussi. Je crois que vous l'avez entendu. J'ai dit sans frontiérisme et multiculturalisme. Je n'ai pas utilisé le mot multilatéralisme. Alors, moi, j'aimerais revenir sur Trump et vous vanter les très bons résultats de Trump en expliquant que finalement l'apocalypse n'a pas eu lieu. Mais c'est aussi, il y a deux temps, il y a plusieurs temps en politique. Il y a le temps court et il y a le temps long. Et si on prend d'un point de vue géopolitique ce qui est en train de se passer, la façon dont la cartographie géopolitique est en train d'évoluer, je crois que pour le coup, il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que le plan qui est en train d'être mis en place par Donald Trump, avec ce refus pour le coup du multilatéralisme, est véritablement préoccupant. Et on l'a vu pour l'Europe. On l'a vu dans la fragilité qu'a l'Europe aujourd'hui vis-à-vis des USA. On l'a vu avec cette extraterritorialité, par exemple, du droit américain qui mène aux entreprises dans un sentiment, pas qu'un sentiment, mais dans une position économique extrêmement fragile. C'est pas lui qui l'a inventé, hein. Non, mais enfin, c'est lui qui du temps pratique. d'Obama, il existait aussi. Hein. Ok, mais c'est lui qui le pratique avec peu de retenue. Les sanctions dans les années 2000 par Obama sur l'Iran, l'extraterritorialité du droit américain existait déjà. On s'éloigne un tout petit peu du sujet. J'aimerais qu'on reste sur ce qui se passe chez nous en France. Non, mais enfin. Oui, non, mais la parenthèse est refermée. On a bien compris. Je finis sur l'Europe. On voit bien aujourd'hui que ce monde qui peut-être va bien sur le court terme est un nouveau monde qu'on va devoir affronter. Et de ce point de vue, l'élection de Trump a changé des choses. Stéphane Rosès. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, madame. C'est-à-dire que nous connaissons tendanciellement, tout va dans le même sens, tout va vers un renfermement du monde qui a effectivement comme effet le fait que Donald Trump ou le Brexit ou la montée des nationalismes sont autant la cause que surtout l'illustration d'un phénomène de renfermement du monde. Et là, ça doit nous interpeller comme observateurs. Je médite surtout le fait que... Est-ce que le monde est en train de se refermer? J'en sais rien. Je pense qu'il y a eu une parenthèse, effectivement. Il y a quand même énormément d'exemples donnés, notamment à l'instant, qui prêtent à penser en ce sens. Si je peux dérouler une pensée sans être interrompu, je vais essayer de vous donner des exemples. Pardonnez-moi, monsieur Messia. C'est un petit peu l'hôpital, comme on dit. Je ne veux pas finir la phrase, mais bon. Mais vous savez, le monde a connu cette parenthèse, effectivement, qui s'est ouverte dans les années 80, qui a entendu transformer le monde en un gigantesque marché. Le marché, c'est quoi? De concurrence pure et parfaite de surcroît. Le marché croit en l'atomisation. Il y a une hypothèse qui est l'hypothèse d'atomisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un grand nombre de consommateurs et un grand nombre de producteurs. Il y a aussi une hypothèse d'homogénéité. Et donc, en réalité, ces forces du marché qu'on a, décloisonnées, dérégulées, déréglementées, en faisant tomber également les frontières, parce que s'il y a bien une cloison qui est une cloison politique à faire tomber, c'est celle-ci. Et donc ce grand marché qui entend transformer les individus uniquement en producteurs et en consommateurs, ça ne marche plus parce que, comme disait l'Évangile, l'homme ne vit pas seulement de pain.
Et l'homme a besoin d'une verticalité. L'homme appartient à un système de valeurs qui est à la fois filial, national, civilisationnel, que le marché ne reconnaît pas. Parce que ça pour le marché, ça s'appelle des différenciations. Et tout ce qui différencie les êtres humains, le marché n'aime pas parce qu'il ne peut pas dérouler sa grande logique de maximisation du profit, au sens néolibéral du terme. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que cette parenthèse se referme. Et là, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Rosès. Il y a une volonté pour les individus de n'être pas seulement des individus, c'est-à-dire de redevenir des citoyens, de redevenir membre d'une nation, membre d'une communauté nationale. Est-ce que c'est un enfermement du monde? Je n'en sais rien. C'est peut-être le retour à un monde que je qualifierais de néo-westphalien, c'est-à-dire un monde qui finalement rejoint le monde qui se faisait avant la mondialisation néolibérale, qui est un monde où les États-nations redeviennent des acteurs majeurs, alors qu'aujourd'hui, les acteurs majeurs s'appellent les GAFA, etc. Donc aujourd'hui, c'est le grand retour des frontières, le grand retour des identités, le grand retour des peuples finalement et des nations dans l'histoire. Mais il y a certains pays qui résistent encore, la France notamment, le système français résiste encore à ce retour de la volonté du peuple, de la souveraineté, des identités, etc. Mais en réalité, cette page, on sent bien qu'elle se tourne. Trump en est l'exemple. Alors on peut le critiquer, mais j'aimerais que vous soyez aussi critique à l'endroit de la politique menée par Emmanuel Macron et de ce qu'elle provoque qu'à l'égard de ce qui se fait aux États-Unis, où on a quand même des performances qui sont quand même très enviables vues de France. Et ça va être l'objet de la suite de la discussion, notamment avec Thierry Poivret qui va intervenir dans un instant. Pardonnez-moi. Non, alors, je suis d'accord avec... Je pensais à Thierry Mariani qui essaie de rassembler à droite, mais pardonnez-moi. Sur l'expression, je suis d'accord avec Thierry Valette, sur l'expression, avec Thierry-Paul Valette, pardon, c'est contagieux, c'est sur la notion de période charnière. Le problème, c'est que cette période charnière, on ne peut pas la comprendre quand, pendant 40 ans, vous avez démonté la porte de la dite charnière et la fenêtre. On se retrouve dans une période charnière qu'on ne comprend pas. Et c'est là où je rejoins effectivement également le professeur Rosès qui dit, finalement, la citation de Malraux qui dit que la France doit embrasser le monde. Je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un mouvement entrant. C'est-à-dire que c'est le monde qui nous embrasse. Et très souvent, dans certains quartiers, c'est le baiser de la mort, si je puis dire. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un besoin de frontières, un besoin d'identité. Le problème, alors vous avez fait la dichotomie entre le Premier ministre et le Président de la République, mais dans le néolibéralisme que vous analysez par ailleurs très bien, dans le néolibéralisme, il n'y a pas véritablement de volontarisme politique au sens où on l'entendait dans la période pré-libérale. C'est-à-dire qu'en réalité, les dirigeants dans une économie de marché ne sont finalement que des gestionnaires à la petite semaine des conséquences en bout de chaîne de phénomènes dont les causes sont réputées leur échapper. D'accord ? On le voit très bien avec les exemples de Blanquefort, avec les exemples d'Ascoval, avec toutes ces entreprises qui ferment. Pendant la présidentielle, on a eu également droit à l'usine Whirlpool, où finalement, qu'est-ce qu'on dit ? Les dirigeants vont sur le terrain, ils constatent la fermeture en disant finalement, c'est le résultat d'un processus de marché. On ne peut rien faire. Alors on peut éventuellement accompagner, mettre les bons sparadraps pour faire en sorte que ces conséquences les plus néfastes du marché se passent le mieux possible socialement, d'où le traitement social du chômage dont on parle depuis une quarantaine d'années, mais à aucun moment les dirigeants politiques de la globalisation ne prennent à bras-le-corps le problème économique. En gros, la politique, si vous voulez, dans un marché néolibéral, c'est une conception pré-newtonienne. C'est-à-dire on a des phénomènes qui nous échappent, comme la météo, des phénomènes qui nous échappent, qui se traduisent par des fermetures d'usines, qui se traduisent par le chômage, qui se traduisent par la désindustrialisation. Et le pouvoir politique est juste là pour essayer de joindre les deux bouts, faire en sorte qu'il n'y ait pas de grogne, qu'il n'y ait pas de douleur sociale, de souffrance, etc. Là où c'est nouveau par rapport à la période, c'est que précisément il y a des pays où c'est le grand retour du volontarisme politique d'antan. Qui dit quoi ? Qui dit oui, la politique a un effet sur le réel. Lorsque, par exemple, Trump, pour exactement la même entreprise d'ailleurs, Ford, qui voulait délocaliser une de ses unités de l'autre côté de la frontière pour la mettre au Mexique, parce que ça coûte moins cher, et que Trump va voir les dirigeants de Ford et leur dit si vous faites ça, on va mettre des taxes à la réimportation. Oui. Et le Ford, qu'est-ce qu'il dit ? Vous croyez que les Gilets jaunes veulent d'un Trump président de la République ? Je pense que la grande demande des Gilets jaunes, effectivement, c'est une demande de protection, c'est une demande de politique économique, c'est une demande de volontarisme politique.
parce que les gens n'en peuvent plus d'être simplement des êtres interchangeables que la mondialisation de marché jette au gré des vents sans que leurs dirigeants puissent faire quoi que ce soit pour les en protéger. Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais entendre Stéphane Rosès rapidement et Alexia Germont pour conclure, s'il vous plaît. J'entends ce que vous dites. Au fond, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas un retour des nationalismes, il y a plutôt un retour des nations. Exactement. Et je distingue effectivement, comme madame, la nation et le nationalisme. Mais je voudrais alerter votre attention sur un phénomène, et là je rejoins madame tout à l'heure. C'est d'ailleurs Kissinger, dans son dernier livre, le dit quand Napoléon refuse au traité de Leipzig l'accord avec les puissances alliées. En fait, il le dit à juste titre, c'est pour des raisons internes. Il aurait dû militairement et géopolitiquement accepter un accord, mais l'observe très finement Kissinger, comme Marx, dans le 18 Brumaire, qu'au fond, la dynamique de Napoléon procède de questions internes. Et pourquoi je parle de ça? Mais parce que mon intuition, malheureusement, c'est que le côté va-t-en-guerre de Trump face à l'Iran, avec les plus va-t-en-guerre comme le gouvernement israélien aujourd'hui, et ce qui se passe en ce moment à Oman, me semble-t-il, est également, c'est pas seulement une question géostratégique ou inquiétude vis-à-vis de l'Iran, la Russie, la Chine, c'est qu'il y a un moment où il y a des emballements. Donc j'aimerais bien croire ce que vous dites, et ce serait rassurant de dire c'est le retour des nations et pas des nationalismes. Mais en certains pays, c'est pour ça que je ne mets pas tout le monde sous le même... En certains pays, il peut y avoir des dynamiques inquiétantes qui font... qui est que ce que vous disiez au fond, c'est que Trump, il se fait élire, y compris par des gens qui n'auraient pas intérêt à voter économiquement pour lui, mais il se fait élire autour de l'idée les États-Unis des origines reviennent. Bien sûr. Nouvelles frontières. Oui, mais quand cette dynamique au plan géopolitique amène au fond sans cesse au Far West, à John Wayne, pas seulement aux États-Unis, mais face à l'Iran, là, il commence à y avoir... Monsieur le professeur, d'abord, c'est pas nouveau, c'est pas Trump qui a inventé l'interventionnisme américain, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, et la dernière en date était George Bush, et y compris Obama, et vous savez très bien, vous êtes probablement un meilleur spécialiste des relations internationales que moi pour savoir que la puissance arrête la puissance. Évidemment que lorsque vous avez un pays va-t-en-guerre qui peut rentrer, qui peut avancer ses pions comme dans du beurre, parce que dans les pays européens, on a abandonné l'idée d'une défense de ses intérêts parce qu'on les a mis au niveau de l'Europe et que l'Europe, c'est un peu un objet politique non identifié qui, à force de vouloir tout défendre, ne défend rien. Évidemment, Trump avance. Là où il faut... C'est que nous ne pouvons... Enfin, on ne peut pas reprocher aux présidents qui sont élus respectivement dans leur pays de défendre l'intérêt national de leur pays. Mais au nom de quoi? Par contre, on peut contester l'idée que chez nous, on ne défende pas notre intérêt national. Il est là, compris, Monsieur Messia, et on poursuivra la conversation après une courte pause. On remercie le professeur Rosès d'avoir été avec nous. Je n'ai pas de titre. Je suis un professionnel dans les écoles et je précise, vous êtes passionnant, je n'ai pas de quoi qu'il titre arrive. Universitaire. On marque une très courte pause et on se retrouve pour poursuivre cette discussion autour de l'actualité sur CNews. Alors, je souhaite réagir par rapport à ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord sur la courbe d'apprentissage, comme vous appelez ça, mais à ce moment-là, il faut pousser un peu plus loin l'analyse et dire que là, le président de la République a montré finalement qu'il ne connaît pas la réalité sociale du pays et le degré, je dirais, d'embrasement social. Une demi-seconde, et je vous redonne tout de suite la parole, pardonnez-moi, parce que ça va dans le sens de ce que vous dites. Il était à Genève mardi, le président de la République, et il a fait quand même une forme de mea culpa. Je le cite, nous avons parfois construit de bonnes réponses, mais trop loin de nos concitoyens, c'était une erreur fondamentale. Il y a une forme de reconnaissance de ces erreurs également. Il l'avait dit également sur le porte-avions Charles de Gaulle en disant qu'il ne réussissait pas. Oui, mais enfin, si vous voulez, le problème, c'est que ça arrive quand même des mois après. Il change de ministre de l'Intérieur alors même que la situation était potentiellement explosive. Il remplace le ministre de l'Intérieur par quelqu'un qui, comme vous l'avez dit, n'avait pas nécessairement l'expérience du maintien de l'ordre ou en tout cas des problématiques qui sont celles d'un ministre de l'Intérieur, qui plus est dans une période de crise sociale profonde, de violence, etc. Donc ça veut bien dire que quelque part quand même, il y a une forme, sinon d'amateurisme, du moins de méconnaissance finalement
de la France, de ce mouvement social. Alors qu'ils le reconnaissent 5 ou 6 mois après, tant mieux. Mais sur le coup, on peut quand même s'interroger. Mais là, vous êtes sur deux idées, à mon sens, qui sont distinctes. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la courbe d'apprentissage, et c'est bien pour ça qu'on a mis en duo quelqu'un qui connaît les structures. Laurent Nunez, qui est secrétaire d'État à la Défense. Qui connaît les structures internes. Ah, à l'intérieur, pardon. Comment ça fonctionne. Et puis vous avez la question de la distanciation entre le président de la République et la réalité sociale. Oui, mais enfin, sociale. si vous voulez, le problème, c'est que c'est quand même le ministre de l'Intérieur qui est en charge. Alors je veux bien qu'on mette un ministre de l'Intérieur qui soit amateur ou stagiaire avec une béquille technique et administrative. C'est pas très valorisant pour le poste de ministre de l'Intérieur qui, quand même, en France, est un gros poste. Donc quand on voit les images... Personne vous a dit le contraire. Oui, mais justement, donc si vous voulez dire qu'il a autour de lui des gens qui connaissent, ça n'enlève rien à son incompétence. Non, voilà. non. Là, si on retire les fioritures oratoires... Et on fermera la parenthèse là-dessus. Dans l'histoire de la Ve République, il y a souvent eu des tandems entre un ministre plus politique, parce que comme vous le savez pertinemment, c'est un poste où on a besoin d'avoir quelqu'un de confiance. Oui, mais c'est la première fois que vous avez... Vos erreurs ne font pas une vérité.